Alors, bonjour tout le monde, je suis Claudine Perrault, conseillère pédagogique en français Et bonjour à tous également. Annie Gagnon, aussi conseillère pédagogique de français en sixième année et au secondaire. et au secondaire. Alors aujourd'hui, toutes les deux, on va vous présenter une capsule d'information sur l'évaluation au service de l'apprentissage. Cette capsule de formation-là qui s'inscrit dans le nouveau parcours de formation que vous avez peut-être déjà vu ou que vous avez reçu sous peu. Cette partie-là, donc, de l'évaluation s'inscrit dans le volet pédagogique du parcours de formation. Vous y retrouverez aussi un volet gestion de classe et évidemment le volet technologique. Donc aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est l'évaluation au service de l'apprentissage et je vais vous partager mon écran pour vous présenter la présentation d'aujourd'hui. C'est parti. Alors, vous le savez, l'évaluation est toujours au cœur de nos préoccupations en ce moment, mais surtout en ce moment parce que le contexte actuel, le report du bulletin aussi amène des changements, nous oblige à réfléchir autrement. Mais nous, on s'est dit que le contexte actuel aura au moins le mérite de nous permettre de réfléchir à ce qu'on fait souvent par automatisme, ou alors c'est l'occasion de revoir le fondement de certaines de nos pratiques ou de se questionner sur les meilleures façons de rendre nos élèves compétents. Alors, sur quoi tout ça aura-t-il un impact? C'est le moment peut-être de vérifier, de voir les possibilités, de se questionner. On a l'occasion d'avoir plus de temps pour développer des apprentissages. Et ce qu'on voudrait surtout pas, c'est que cette situation porte préjudice aux élèves. Donc, on est habituellement beaucoup sur le comment, mais aujourd'hui, on vous invite à se questionner davantage sur le pourquoi. Est-ce que vous vous rappelez de l'allégorie de Grignotte? Alors, je vous en fais un petit rappel rapide. Grignotte, c'est un jeune garçon dont le grand-papa travaille le bois, fabrique des tables et des pattes de bois. Alors, Grignotte s'informe et est très intéressé à créer des pattes de bois avec son grand-père. Donc, son grand-père lui donne certains conseils, lui montre certains trucs et l'invite à en fabriquer une première. Évidemment, la première fois que Grignotte met la main sur le tour à bois, c'est pas vraiment très efficace. La pâte casse. Peu importe, son grand-père lui donne de nouveaux conseils, lui explique de nouvelles choses et lui donne une nouvelle pièce de bois que Grignotte réussit quand même à façonner d'une façon pas si mauvaise. Et finalement, son grand-père termine, lui dit, bon, on se réessaie une troisième fois, nouveaux conseils, nouvelles recommandations, et Grignotte reprend un bout de bois pour refaire une nouvelle pâte. Cette fois-ci, la pâte est presque parfaite. Donc, le grand-père est vraiment très fier, c'est un chef-d'œuvre. Mais Grignotte, lui, est assez triste. Et il dit à son grand-père, tu vois, grand-papa, j'ai encore échoué aujourd'hui. La première pâte, ça a été un zéro. La deuxième, ça valait à peine 40. Alors, même si tu me donnes 100 pour la troisième, ça me donnera pas plus que 47 de moyenne. Alors, cette petite histoire-là nous permet de démontrer à quel point les croyances, les habitudes, les valeurs sont ancrées en éducation. On s'entend ici pour dire que la note devrait refléter le développement de la compétence de Grignotte, qui est maintenant capable de faire une pâte de bois, et non pas représenter le cumul de ses notes et de ses échecs depuis le début. Alors, cette allégorie nous amène à vous reparler rapidement des deux fonctions de l'évaluation, parce que je pense que c'est ce qui est directement relié à notre situation en ce moment. Donc, quand on évalue pour deux objectifs, soit soutenir les apprentissages ou porter un jugement sur l'état du développement des compétences. Donc, évaluer en soutien à l'apprentissage, c'est évaluer tout au long de l'apprentissage, pas seulement à la fin. C'est parfois formel, mais très souvent informel. C'est pas nécessairement pour tous les élèves en même temps. Donc, ça peut prendre la forme d'une rétroaction, d'une question rapide pour prendre le pouls à propos d'un apprentissage ou d'une tâche. Ça peut être un test de connaissance ou une évaluation plus traditionnelle. Ça se fait au quotidien et parfois même de façon très automatique.
L'élève, ce qui est intéressant, c'est que l'élève peut utiliser cette évaluation pour continuer à développer sa compétence. C'est un formatif souvent. Alors, il va réutiliser les commentaires donnés par l'enseignant pour s'améliorer. Et la deuxième fonction de l'évaluation, c'est celle où on porte un jugement. Donc là, on est vraiment à la fin d'un apprentissage. On pourrait l'appeler un jugement sommatif ou certificatif. C'est un jugement final. L'élève n'aura pas l'occasion de réutiliser les rétroactions ou les commentaires reçus et il sait que c'est une seule chance habituellement. Donc, il ne faut pas oublier que tout le pendant soutien aux apprentissages est drôlement intéressant et c'est là où on a le plus de pouvoir sur les compétences des élèves. Donc, ces deux fonctions-là s'inscrivent en fait dans le processus d'évaluation qu'on voulait vous rappeler rapidement encore une fois. Alors, au centre de la roue, vous retrouvez le jugement professionnel qui est toujours sollicité. Votre jugement, c'est ce sur quoi vous vous appuyez en tout temps pour prendre vos décisions. Mais d'abord, il faut planifier. Alors, à chaque fois, on va se demander qu'est-ce que je veux évaluer? Quelles sont mes attentes? Quelles sont mes intentions? Quels outils vais-je choisir? Sur quels critères ou quels documents vais-je me baser pour avoir une planification qui est à la fois souple, permettant d'interagir selon ce qui va se passer, mais rigoureuse aussi, donc s'appuyant sur des documents officiels. Une fois que la planification est faite, on se tourne davantage vers une prise d'information et son interprétation. Donc, on va aller choisir les traces avec lesquelles on veut jeter un regard sur la performance de l'élève. On va comparer ce qu'on recueille comme manifestation observable avec les résultats attendus. Alors, qu'est-ce que l'élève devrait être capable de produire à un certain moment? Et ensuite, on va aller vers la décision et l'action. Donc, c'est le moment où on va évaluer quelles sont les décisions ou les actions que je dois prendre. Alors, est-ce qu'on va revoir certains apprentissages avec certains élèves ou passer plus rapidement parce qu'on se rend compte que c'est bien maîtrisé? Est-ce qu'on va ajouter des exercices pour permettre à tout le monde de se mettre à jour? Ou encore, on va tout simplement modifier ou retirer une évaluation parce qu'on se rend compte que les élèves n'ont pas bien compris ou n'étaient pas prêts à la passer. Il faut se rappeler que cette roue-là est une roue à plusieurs vitesses. Elle peut tourner rapidement si on est, par exemple, à l'intérieur d'une séquence d'enseignement. Alors, à l'intérieur d'un seul cours, par exemple, on peut passer autour de par toutes les étapes du processus d'évaluation si on est dans une séquence de soutien à l'apprentissage. Par contre, si on est dans une séquence de jugement, alors là, la roue va tourner plus lentement. Elle pourrait s'étendre sur un cours, sur un cycle ou même sur une étape à la limite. Ce processus d'évaluation-là que Annie vient nous présenter, nécessairement, c'est parce que ça vient également de la question actuelle. Hein, pourquoi le ministère a décidé de mettre 2 bulletins au lieu de 3? Ben, je pense que son intention au départ était très noble, hein. C'était l'idée de nous amener, de nous donner plus de temps pour enseigner avant d'évaluer, hein. Mais comme la date de remise est à la mi-janvier, c'est quand même tout un défi, hein. On a vu tout à l'heure tout le processus à travers lequel on doit passer. Parfois, c'est plus rapide, parfois, c'est plus long. Mais donc, cette question-là qui demeure, c'est quelle importance on va accorder aux traces qu'on aura accumulées? C'est quoi les choix qu'on va faire pour compiler les résultats qui vont constituer la note au bulletin de janvier? Puis, c'est surtout aussi qu'il faut éviter, dans cette nouvelle situation-là de 2 bulletins, que l'élève soit pénalisé par cette situation-là. On est supposé, c'était supposé l'idée, c'était d'aider les élèves. Mais là, avec 50 pour le deuxième bulletin puis le troisième bulletin, nécessairement, il faut s'assurer de ne pas pénaliser l'élève et de ne pas porter préjudice aux élèves en difficulté. Le cumul des notes sur une plus longue période peut nuire au résultat final de l'élève. Puis, il ne faut pas aussi minimiser la situation actuelle qui nous amène également à prendre en considération d'autres facteurs qui peuvent influencer la réussite. Comment ça va vos élèves en ce moment en classe? Comment ça va à l'école? Est-ce que vous avez remarqué que peut-être vous avez des élèves qui sont à risque pour lesquels c'est plus difficile en ce moment?
C'est sûr aussi que la situation du confinement a amené certaines fragilités pour certains enfants qui ont pris du retard. On a peut-être plus d'élèves à risque que les années passées à cause de ce retard-là. Le La période de confinement, a été peu propice à l'apprentissage pour beaucoup d'élèves, puis d'autres pour qui ça n'a pas eu vraiment d'impact au niveau des apprentissages parce que c'est des enfants qui apprennent rapidement, parce qu'ils avaient un contexte familial qui était aidant. Donc, on a peut-être des disparités encore là, mais la différenciation puis les groupes, hétérogènes, ça fait partie de notre quotidien, bien entendu, mais je pense qu'il faut garder ça également en tête. Le fait aussi que vous avez fait peut-être des changements à l'école, des changements aussi dans votre planification avec votre équipe, niveau ou l'équipe cycle, ça amène des changements dans votre planification, mais ça peut aussi avoir amené plein de changements au niveau de la décision de certaines évaluations à certains moments. Mais un principe demeure, et c'est le plus important, c'est qu'on évalue ce qui a été enseigné. Les questions que je peux me poser en ce moment, ben en tout cas, moi, j'en aurais plusieurs. Heu, est-ce que je peux faire comme d'habitude? Est-ce que je peux utiliser les mêmes évaluations au même moment avec une même pondération? Est-ce que je peux conserver, quelle trace je vais considérer pour le bulletin de janvier? Est-ce que je peux garder, ce que les enfants ont fait depuis septembre? Est-ce que je vais considérer davantage les dernières traces? Comment je vais m'organiser? Est-ce que je peux utiliser les examens de février qu'on avait déjà prévus? C'est toutes des questions qui sont importantes à se poser. Ce qui est vraiment, important à considérer, c'est que si j'utilise des évaluations qui ont déjà été réalisées l'année passée, ben, il faut que je fasse tout en mon pouvoir pour les ajuster, pour m'assurer que je ne mette pas des élèves en difficulté ou en échec. Ce serait drôlement difficile de justifier à des parents que cette évaluation qu'on fait d'habitude à la fin de la deuxième étape est celle sur laquelle je vais porter mon regard pour, évaluer l'élève. Donc, je suis certaine que c'est pas ça que vous allez faire. Mais quand on dit donner plus de temps pour enseigner, c'est de s'assurer que j'ai eu assez de temps pour que les élèves démontrent leur plein potentiel au niveau de la compétence et que je choisis les traces les plus signifiantes. À ce sujet-là, prenons l'exemple de 3 élèves qui ont été évalués à 3 moments différents pour la même compétence. OK? Par exemple, on voit les mois ici, septembre, novembre, janvier et la moyenne du groupe. Le premier élève a commencé, le début de l'année, difficilement, hein. On était dans une période aussi de mise à jour, 59. En novembre, il y a une petite progression à 68, puis en janvier, 94. Ça lui donne quand même une moyenne de 74. La question que je peux me poser en regardant cette progression-là, c'est quoi? Est-ce que l'élève a appris? Est-ce que l'élève a progressé? Est-ce qu'il a démontré qu'il s'était amélioré dans sa compétence? Peu importe que ce soit maths, univers social, français. Ben moi, je pense que oui. Ce qui est dommage, c'est que peut-être que là, le fait que j'ai considéré les notes du mois de septembre, ça a eu un impact direct sur sa moyenne. Vous vous rappelez Grignotte tout à l'heure? Est-ce que c'est le processus que je vais évaluer ou le résultat final? Ensuite, l'élève 2, on voit qu'il a commencé un peu plus fort et ça a terminé plus dans la moyenne, 70-73. On peut penser aussi qu'il y a une augmentation du niveau de difficulté des tâches. Je prends un exemple très concret de première année. Au début, on va par exemple lire des syllabes, des lettres, puis plus l'année va avancer, on va lire des mots, des phrases, des textes. Des fois, les enfants ont plus de facilité en début d'année, puis après ça, ben, ça stagne un peu ou ça s'équilibre, si on veut, leur note. Mais ça me démontre quand même que c'est un enfant qui est dans la moyenne puis qui fonctionne bien. Finalement, avec l'élève 3, bien là, on a 3 notes identiques. Quelle question je pourrais me poser? Est-ce que l'élève a progressé? Est-ce que l'élève, démontre clairement qu'il y a une amélioration dans ses apprentissages? C'est une bonne question parce que quand un enfant, il y a pas de fluctuation comme ça, dans ses notes, mais moi, j'aurais tendance à penser qu'il aurait pu s'améliorer puis il aurait pu avoir des notes plus élevées en fin d'année. C'est pas le cas. Alors, il faut toujours se questionner qu'est-ce qu'il y a en dessous de la note? Hein, c'est quoi les traces que j'ai considérées? C'est quoi aussi de choisir
une trace pertinente. Quand je parle de traces, c'est les productions, les observations, les entretiens que j'aurai avec mon élève qui vont me démontrer le processus d'apprentissage. Lesquels je vais choisir qui vont me permettre de constituer un résultat qui est vraiment représentatif du développement de sa compétence. Le simple cumul de ces notes, ce n'est pas toujours représentatif, hein. Donc, c'est important de bien choisir. Ce qui m'amène directement à notre progression d'une planification d'une séquence d'enseignement et d'apprentissage. Je vous parlais de première année tantôt. Oups, petite coquille. Euh, de octobre à janvier, par exemple, hein, je vais avoir fait des lectures de phrases, je vais avoir travaillé la conscience phonologique, je vais avoir pris des notes concernant les lettres, les mots, les phrases qu'ils sont capables de lire. Je vais aussi vérifier est-ce qu'il est capable de lire un petit texte puis de colorier, par exemple, un personnage à côté en ayant lu correctement les consignes puis en démontrant un peu s'il a compris la lecture puis il me laisse une trace de son dessin ou de son coloriage pour me montrer qu'il a bien compris. J'aurais peut-être pris un moment aussi pour faire 1 ou 2 entretiens de lecture. Des fois, ça peut être le matin, je le prends avec moi. Des fois, ça peut être en fin dans des moments plus planifiés où je fais des entretiens plus systématiques et à la fin, ben, c'est sûr que je vais toujours porter mon jugement professionnel, hein. Vous voyez, la roue du processus d'évaluation est là. Maintenant, la question que je vais me poser, c'est dans cette séquence d'enseignement de octobre à quelle production, quelles traces, quelles observations je vais garder qui vont refléter le mieux la progression de l'élève. Les traces qui vont me permettre davantage de rendre compte des apprentissages, ce sont davantage les traces qui sont reliées à la compétence. Donc, lire, hein, l'acte de lire, ce n'est pas juste décontextualiser à lire des mots, des phrases, mais l'acte de lire, c'est dans un livre, c'est avec un texte, c'est d'être capable de parler. Est-ce que l'enfant comprend le texte? Est-ce qu'il est capable d'y réagir? Donc, on va cibler beaucoup plus les tâches de compétences que les tâches de connaissances. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas en tenir compte. Parce que aussi, ça me donne des indices du développement de sa compétence. Puis il faut en tenir compte, puis on y accorde un pourcentage. Mais ce qui sera le plus important ici dans sa progression, c'est de considérer les tâches qui sont le plus près, hein, du bulletin, parce que c'est là où on a vu une progression de l'élève dans son développement de compétences, et celles qui sont les plus significatives, qui sont liées à la compétence. Annie, avais-tu quelque chose à ajouter? Non, ça va bien. Alors, je vous présente la même pente d'apprentissage parce que le tableau représente quand même une pente d'apprentissage, hein. On s'entend que plus on avance dans l'année ou dans le cycle, plus les apprentissages sont difficiles et demandent que l'élève utilise bien sa compétence. Donc, je vous présente un exemple un peu semblable à celui de Claudine, mais cette fois qu'on pourrait appliquer au 2e et 3e cycle du primaire. Sur 10 jours, un enseignant qui voudrait, par exemple, que ses élèves travaillent le texte narratif. Donc, l'enseignant, lui, sait déjà d'où partent à peu près les élèves et ce qu'il veut qu'ils produisent à la fin de la période ou du cycle. Alors, pour ce faire, l'enseignant vous allez prévoir des activités, soit en contexte ou soit des activités un peu plus décrochées. Donc, par exemple, on va demander aux élèves d'écrire la description d'un personnage. Par la suite, on va faire une petite activité de grammaire, hein, qu'on va décontextualiser, dans laquelle on va aller travailler une notion bien ciblée. Puis ensuite, on va demander aux élèves de réutiliser certaines choses qu'on a vues dans l'activité de grammaire dans la situation initiale d'un texte narratif. Ah, peut-être est-ce que l'écriture du personnage pourrait aussi y être inclus, on verra. Ensuite, l'enseignant pourrait évidemment faire des petites dictées d'apprentissage tout au long de son cycle, des tests de verbes, pour à la fin demander aux élèves d'écrire un récit narratif plus complet. Alors, tout comme Claudine, vous aurez à faire le choix des tâches les plus significatives pour observer le développement de la compétence et pour constituer le résultat final de l'élève. Parce qu'on se rappelle qu'au moment de porter son jugement, c'est un portrait de l'élève, une photo de son développement qu'on veut à un moment précis. Claudine, tu peux changer la diapo? Alors, les tâches faisant appel à la compétence seront davantage retenues, évidemment, que celles qui font appel aux connaissances, comme le disait Claudine. L'évaluation sert donc également de soutien à l'apprentissage dans ce cas-ci.
alors les tâches qu'on n'aura pas choisies pour porter notre jugement ne nécessiteront pas nécessairement un résultat chiffré, mais peut-être une rétroaction drôlement pertinente qui vont permettre à l'élève de s'améliorer. Alors, c'est très important de garder des traces des travaux qui sont non notés, des évaluations qui ont servi en aide à l'apprentissage, pas seulement des sommatifs. Et pour porter notre jugement, il est aussi possible d'aller ce qu'on appelle trianguler, c'est-à-dire d'aller le plus possible varier les traces que l'on va retenir pour nos élèves. Donc, nous sommes habitués de retenir des c'est quelque chose qu'on fait aisément à l'école, mais il faut savoir qu'il est aussi possible de s'appuyer sur des conversations ou sur des observations qu'on fait auprès des élèves pour venir appuyer notre jugement. En français, par exemple, si on fait un entretien de lecture, bien, on peut avoir une conversation très intéressante avec l'élève qui peut nous donner de bons renseignements sur sa maîtrise de sa compétence. Même chose si on lui demande d'expliquer une démarche en mathématiques. On peut observer les élèves qui sont en train de discuter ou de converser pour une situation en sciences. Alors, ça peut nous donner aussi des indices de là où ils sont rendus. Ces preuves-là ne sont pas à utiliser nécessairement tout le temps pour tous les élèves, mais elles peuvent être utiles, surtout en cas de doute, si on a besoin, par exemple, d'un peu plus de traces pour bien asseoir notre jugement. Et j'aurais le goût d'ajouter aussi, Annie, que c'est important également de se permettre justement de parfois faire confiance aux observations qui ont été recueillies pour porter son jugement sur certaines activités. On a tendance à seulement prendre en compte les productions parce que ça donne une trace tangible, mais par exemple, quand je vais observer lors d'une communication orale, je suis quand même capable de porter mon jugement sur ce que j'ai observé pendant la présentation ou l'interaction. Tout à fait. Et on termine avec une petite étude de cas. Donc, le cas de Camille. Alors, une élève fictive, mais qui pourrait très bien exister en 5e année, qui n'est pas retournée à l'école au printemps durant le confinement, qui s'est absentée 3 semaines à la fin octobre en attendant les résultats des tests de ses frères et qui a été absente aussi 2 semaines en novembre à la suite d'un cas positif dans son groupe. Camille est une élève dont les apprentissages sont fragiles et qui a habituellement besoin d'accompagnement. Alors, comment on peut porter un bon jugement sur le développement de la compétence de Camille? Ici, le jugement professionnel est vraiment sollicité. Quelles sont les traces à retenir pour elle? Comme elle a été beaucoup absente, ça se peut que ce ne soit pas nécessairement les mêmes traces que pour tous les autres élèves au même moment. L'important, c'est qu'on puisse évidemment bien vérifier sa compétence avec des tâches que l'on jugera équivalentes. Le jugement professionnel, c'est aussi se donner le droit de ne pas faire la même chose avec tous les élèves au même moment. Alors, peut-être est-ce qu'avec Camille, on ne fera pas le test de lecture qui était prévu. On se fera plutôt un entretien de lecture un petit peu plus tard, au moment où on jugera qu'elle est prête à le faire. Peut-être est-ce que j'aurai besoin aussi d'utiliser la triangulation pour avoir une trace supplémentaire, pour bien asseoir mon jugement pour Camille. Ça tombe bien parce que le report du bulletin cette année nous permet de prendre un peu plus de temps pour enseigner et de laisser aux élèves le temps d'apprendre et de se rattraper. Et comme le disait Claudine tout à l'heure, c'est très important de se faire confiance, de développer son jugement professionnel en s'appuyant sur des outils fiables pour évaluer et être capable de défendre son jugement. Alors, c'est ici que se termine la première capsule de formation sur le sujet chaud, l'évaluation. On espère que ça vous amènera à toute votre équipe de belles réflexions, de beaux échanges et toute l'équipe des conseillers pédagogiques demeure toujours à votre disposition si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aller plus loin. Alors, sur ce, on vous souhaite une belle continuité.